Bonjour Marine, merci pour cette introduction. Une petite précision technique. On avait promis une retransmission en direct sur YouTube, mais je pense qu'elle ne fonctionne pas ou pas encore. Je te laisse le soin, Marine, de nous trouver une solution au cours de la présentation, si c'est possible. Et puis sinon, on s'excusera et on proposera le replay en décalé, malheureusement. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, mon nom est François Legrand, je suis chargé de la communication à l'IRT Nanoélec et je suis aujourd'hui avec Louise Eugénie Bataille de ST Microélectronique, ingénieur ST Microélectronique. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. J'ai le plaisir déjà de te remettre le petit pins de la communauté filière électronique Grenoble-Alpes, voilà, si tu ne l'avais pas déjà eu, qui symbolise un peu les liens qui peuvent exister entre les différents acteurs de cette filière. Et donc, tu viens nous présenter des travaux qui ont fait l'objet de toute ta thèse et qui continuent à t'occuper aujourd'hui dans une équipe qui fonctionne un peu en mode start-up chez ST Microelectronics. Donc, ce sont des travaux qui visent à la mise au point de lidar basés sur la photonique sur silicium. On va nous détailler tout ça. Avantages, inconvénients et difficultés techniques au menu ce matin. Ces travaux donc, sont réalisés dans le cadre du programme Photonic Sensor de l'IRT Nanoélec. Le programme rassemble un consortium d'acteurs académiques et industriels autour des enjeux du développement de nouvelles applications pour la photonique sur silicium, compatibles donc avec des filières telles que vous les mettez en œuvre dans les usines d'ST en 300 mm. L'ambition est d'enrichir les plateformes de prototypage photonique et industriel avec des blocs de construction clés qui seront utiles pour les technologies biomédicales, la surveillance de la métrologie de l'environnement, les biens de consommation, la mobilité, on va parler des lidars, et puis aussi pour le calcul informatique au sens large, c'est-à-dire les fermes de calcul dont on pourrait peut-être réduire la consommation électrique. Ça fait vibrer tout le monde quand on parle de consommation électrique et d'IA, tout en disposant de la puissance de calcul nécessaire donc pour quand même tirer les bénéfices de l'intelligence artificielle autant que faire se peut. Et tout ça, ce serait donc grâce à des connexions photoniques intégrées aussi. Donc, c'est une raison de plus pour pousser ces technologies et les innovations qui vont avec. Alors, les partenaires du programme Photonic Sensor de l'IRT Nanoélec sont Almae, le CEL CNRS, Siemens EDA et ST Microelectronics. Voilà, et le programme est donc dirigé par Stéphanie Gaugiran du CEALETI, personne vers qui je vous renvoie si vous voulez plus d'informations sur le programme en général. Mais donc, on va s'intéresser à tes travaux. Donc, tu as à peu près 20 minutes pour nous exposer ton cheminement. Et puis ensuite, on discutera avec les internautes. Ça marche. Hein? Très vite, 30 minutes. 30 minutes, oui, ça ira très bien, sans problème. Super. Hop. Et c'est tout. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, tout d'abord. Donc, mon nom est Louise Eugénie Bataille. Je suis ingénieure R&D à ST Microélectronique, principalement du coup pour la photonique sur silicium. Aujourd'hui, comme dit précédemment, je vais vous présenter mes travaux de thèse qui se concentraient sur l'étude de blocs fonctionnels de circuits appelés Optical Phased Array pour les applications LIDAR, donc sur photonique, pour la photonique sur silicium. Comme dit précédemment, ces travaux s'intégraient dans un projet Nanoélec qui impliquait ST Microélectronique, le CEALETI, mais aussi le C2N au CNRS. Donc, je commencerai par une petite introduction avec quelques principes de base, puis je partirai du point de départ qui était la thèse précédente pour en venir à mes travaux sur les antennes, donc les parties émettrices du circuit, et enfin je finirai par quelques conclusions et perspectives.
Donc, si on commence par une petite introduction, je pense qu'ici, tout le monde a déjà été un peu sauvé par un capteur qui sonne au moment d'une manœuvre un peu douteuse entre deux voitures trop serrées. Et si nos voitures sont actuellement équipées d'autant de capteurs, c'est parce que ça fait bien longtemps qu'on a compris que on a un problème lié au facteur humain et aussi pour tout ce qui est trafic routier. Et déjà en 1940, donc on avait des personnes qui évoquaient le fait qu'il fallait éliminer ce facteur humain. Donc ça a alimenté la science-fiction, puis il y a des premières compagnies qui ont commencé à mettre en place des voitures autonomes, déjà en imitant les principes des voies ferrées. Donc les voitures suivaient des champs électromagnétiques qui étaient placés sous les routes. Donc c'était un peu difficile à mettre en place, assez coûteux, puis pas très fonctionnel au final. Ils avaient même, pour les démos, caché des opérateurs dans les voitures, donc on peut comprendre que ce n'était pas si efficace que ça. Et effectivement, la solution n'était pas d'équiper les routes, mais bien plutôt les voitures. Et donc, si on se concentre aux capteurs maintenant sur les voitures, on est capable d'avoir des voitures qui ont déjà des systèmes pour aider à la conduite. À l'heure actuelle, c'est principalement basé sur la caméra. Pourquoi? Puisqu'on va imiter l'œil humain. Malheureusement, comme l'œil humain, on peut être trompé. Il y a des problèmes liés au contraste, à l'exposition, à la météo. On peut voir des exemples d'images un peu de l'actualité sur tous ces problèmes de capteurs. Donc ça m'amène au sujet actuel, donc qui est autour de tout ce qui va être conduite autonome. Et le but, ça va être donc d'améliorer les capacités de guidage en donnant accès donc à un scanning de l'environnement 3D à longue distance pour détecter des obstacles. Sur la voiture, on a déjà pas mal de capteurs qui permettent d'aider à la conduite. On parle de fusion des capteurs avec des caméras, des radars, des lidars, des sonars. Et de plus en plus, on voit le lidar apparaître. Chaque type de capteur va couvrir différentes régions autour de la voiture, différentes distances, et donner accès à différentes performances. Le lidar, c'est pour Light Detection and Ranging, but détecter des distances et des vitesses. Il vient compléter les autres capteurs déjà présents sur la voiture. Comment ça marche? Donc, on a un système lidar qui va se baser sur deux blocs, un illuminateur, un récepteur. L'illuminateur vient illuminer une scène avec un signal lumineux et donner accès à une matrice 2D de points. Les points sont réfléchis par l'obstacle et vont contenir l'information de distance et de vitesse qui va être collectée par une partie réceptrice du lidar. En général, on travaille, et ce sera le cas dans cette étude, à une longueur d'onde de 1,55 microns pour deux raisons principales. La première, on évite l'absorption de l'atmosphère. Et la deuxième, on a une sécurité pour l'œil humain puisque c'est un signal qui contient des photons à plus faible énergie. Les lidars existent déjà sur les voitures actuelles, mais reposent plutôt sur des systèmes mécaniques qui vont faire tourner des miroirs, mais qui vont être plutôt massifs, coûteux et sensibles à l'environnement. Donc ici, on va se concentrer sur réduire la taille des systèmes pour rendre le système plus compact, améliorer ses performances de mesure et sa consommation, et aussi, du coup, se passer de la partie mécanique. On veut faire un scanning sans partie mécanique. Pour cela, on se propose d'utiliser une solution qui est la photonique sur silicium. La photonique sur silicium, c'est le mélange entre l'optique guidée, qu'on connaît par les fibres, et le savoir-faire de ST, les technologies CMOS. Le but à la fin étant d'intégrer des circuits photoniques sur les plateformes 300 mm de silicium. Pourquoi le silicium? Eh bien, tout d'abord, c'est un matériau qu'on connaît très bien puisqu'il est déjà intégré dans les technologies CMOS. Ensuite, il est transparent aux longueurs d'onde télécom, 1,31 microns et 1,55 microns, ce qui va nous permettre de l'utiliser pour faire circuler la lumière à l'intérieur. Et enfin, on a un fort indice de contraste avec l'oxyde, ce qui nous permet de créer des guides d'onde, des tuyaux de lumière qui vont permettre de faire circuler la lumière dans les puces
et de fabriquer des circuits compacts sur puce. La plateforme ST Microélectronique donc 300 mm propose l'accès à différents types de composants. Dans un premier temps, les composants dits passifs, soit en silicon nitride, soit en silicone. Et donc ces composants vont permettre de transporter la lumière, la diviser, la transférer d'une couche à l'autre. Et des composants actifs, donc qui vont être pilotés électriquement, qui vont permettre de moduler la phase de la lumière ou de la détecter. En combinant tous ces composants, on peut fabriquer des circuits et les répliquer sur les wafers de manière identique sur les puces. La photonique sur silicium propose un large panel de différentes solutions, mais ici, dans le cas actuel, on se concentre sur les optical phased array, en français matrice à pilotage de phase, qui va permettre de faire un scanning sans partie mécanique. Et donc le but, c'est d'intégrer ces circuits sur la plateforme ST Microélectronique. Donc, quelques principes. L'optical phased array, comme je l'ai dit précédemment, c'est un circuit photonique intégré qui permet de faire du scanning sans partie mécanique. Ici, vous pouvez voir le design typique que l'on peut avoir sur la puce. On repère qu'il y a 4 blocs principaux. Tout d'abord, on vient injecter la lumière dans la puce grâce à un coupleur d'entrée qui permet de coupler la lumière de la fibre à la puce. On vient ensuite splitter la lumière, donc la diviser en N canaux. Chaque canot, dans la partie modulation, va subir une modulation de sa phase par un pilotage électro-optique et de la modulation dans des jonctions PN ou PIN. Et à la sortie de ces canaux, on vient placer des émetteurs, qu'on va aussi appeler antennes dans la suite de la présentation. On a créé une matrice d'émetteurs qui émettent tous en même temps une lumière cohérente. Ça va nous créer un pattern d'interférence. Et là où on a l'interférence constructive, on va créer un spot lumineux. Maintenant, si on module la phase et la distribution de phase parmi tous ces canaux, on est capable de modifier la position de l'interférence constructive et de venir scanner l'environnement sans partie mécanique. Les émetteurs, en général, sont des réseaux de diffraction qui couplent la lumière de la puce à l'extérieur de la puce. Si on s'intéresse un peu aux formules, ici, vous avez donc la formule qui pilote le champ de l'OPA total, et on peut remarquer qu'il y a deux facteurs principaux. Le premier, en bleu, c'est le facteur qui témoigne du fait qu'on a une matrice d'antenne. C'est ça reflète donc le pattern d'interférence. Donc ça nous crée un pattern d'interférence. Et ensuite, on a le facteur d'élément en rose, qui est tout simplement le champ émis par un seul élément, une seule antenne. Si on s'imagine par exemple un élément qui émet de manière gaussienne, on a le champ OPA qui va résulter de la multiplication des deux, et donc qui va démontrer un spot principal et des lobes secondaires qui vont limiter le champ de vue. Pourquoi ils limitent le champ de vue? Parce que ce sont des lobes qu'on ne peut pas différencier du spot principal à la détection. Donc on va essayer de les faire disparaître, de les éloigner du spot central, et pour ça on pourra travailler sur l'espacement entre les antennes, et notamment donc on a une relation inversement proportionnelle, c'est-à-dire qu'avec un petit pitch, un petit pas entre les antennes, on pourra éloigner les ordres secondaires et élargir le champ de vue. Typiquement, ici, on travaillera avec 2 microns de pas entre les antennes. Ensuite, on voit apparaître dans la formule un terme de phase qui va permettre donc de témoigner du contrôle de phase, du contrôle de phase électrique, ici dans notre cas, qui permet de bouger la position du spot dans l'enveloppe, comme le montre ce schéma. Ce qu'on voit au premier lieu, c'est que le spot bouge dans l'enveloppe, et donc si l'enveloppe est très peu homogène, comme ici dans le cas de la gaussienne, le spot va changer d'intensité selon l'angle auquel il émet. Ça nous amène vers un des challenges. Il faudrait travailler avec des éléments qui émettent de manière plutôt plate. Donc typiquement, une porte, ce serait l'idéal. Un signal porte, ce serait l'idéal.
Enfin, le fait qu'on ait une somme, ça nous amène vers la question de combien d'antennes on va utiliser. Et ça, ce nombre d'antennes va piloter la divergence du spot, puisqu'il va donner la taille de l'ouverture. On a une relation inversement proportionnelle entre le nombre d'antennes et la divergence du spot. Donc, naturellement, on va vouloir augmenter le nombre d'antennes. Et typiquement, au-delà de 1000, ce serait plutôt intéressant pour avoir des divergences inférieures à 0,1 degré. Donc, on comprend avec toutes ces petites bases qu'on a plusieurs challenges. Sur le bloc modulation, on va avoir les challenges liés à la vitesse de scan et à la consommation, puisque c'est la partie active, électro-optique. Et ensuite, on a toute une série de challenges sur la partie émission, liés au pattern d'émission. Donc, la divergence angulaire, j'ai parlé de 0,1 degré, 0,06 degré. Tout simplement, c'est parce qu'on veut un spot d'environ 20 cm à 200 mètres pour détecter une cible à peu près proprement. Ensuite, on a cette histoire de flat emission, donc une émission dans une enveloppe plutôt plate pour assurer une homogénéité de l'intensité du scan. Et enfin, la directivité, on va être sûr d'émettre la lumière dans la direction souhaitée pour optimiser la détection, plutôt que de faire fuiter dans d'autres canaux, latéralement, etc. Donc ça m'amène vers mon point de départ, qui était la thèse précédente, donc de Cyril Barrera, dans laquelle on a intégré un OPA avec un grand nombre d'antennes, 256 canaux, sur la plateforme ST Microélectronique. Sur cet OPA, il y avait une optimisation faite pour la partie électro-optique pour réduire la consommation en utilisant des jonctions PN à faible dopage. Et les antennes intégrées étaient des guides d'onde corrugées, donc des guides d'onde avec des sortes de dents sur les côtés qui permettaient d'extraire la lumière hors de la puce. J'ai réalisé la caractérisation de cet OPA au CEA Leti sur un banc dédié à l'échelle du wafer, que vous pouvez voir donc à gauche. Nous avons réalisé un scan en une dimension. Le graphe à droite montre les différents spots imagés, des coupes des différents spots imagés sur les différents angles. Cela nous a permis donc de démontrer un scan avec une faible divergence liée au grand nombre d'antennes et une faible consommation de l'ordre de 1 mW pour le contrôle de tous les canaux. Donc tout ça, ça nous a permis de montrer la capacité d'adresser un grand nombre de modulateurs, ce qui est un des challenges lorsqu'on va tenter d'augmenter le nombre d'antennes, tout en gardant une faible consommation du contrôle de la phase, et donc en assurant une faible divergence. Par contre, la divergence que l'on a atteinte était uniquement dans une dimension, la dimension transversale. Il y a une deuxième dimension du spot qu'il va falloir adresser, et pour ça, il va falloir travailler sur le design de l'antenne lui-même. De plus, je ne l'ai pas commenté avant, mais on a un problème de directivité parce qu'on voit qu'au centre, le spot d'émission a une plus faible intensité, ce qui est quand même gênant si on se concentre sur l'application mobile, puisqu'on veut être capable de détecter déjà ce qu'il y a devant nous avant de détecter sur les côtés. Donc, il va falloir travailler sur le profil d'émission de l'antenne, puisque c'est ce qui pilote le profil de scan. Enfin, on n'en parlera pas en détail dans cette présentation, mais il y a un travail à faire sur la capacité à transmettre la puissance, puisqu'on a des pertes tout au long de ces circuits. Et lorsqu'on travaille à haute puissance, ça peut aussi poser des questions sur les effets non linéaires qu'on a sur la plateforme. Donc, ça m'amène vers l'optimisation des antennes, puisque je l'ai dit juste avant, il va falloir travailler sur la divergence angulaire, sur la directivité, sur la distribution d'intensité, et puis quelque chose qu'on nommait un peu, il va falloir être capable de caractériser ces antennes individuellement, et ce n'est pas quelque chose qu'on avait fait avant. Donc, si je reviens un peu au principe de l'antenne et du réseau de diffraction, le réseau de diffraction, c'est une structure périodique qui va permettre d'extraire la lumière de la puce. Comment ça marche? On a une perturbation périodique de l'indice par la géométrie qui va faire que le mode qui se propageait dans la structure est extrait petit à petit à chaque période hors de la puce. Si le contraste d'indice est fort,
Beaucoup de lumière va être extraite à chaque période et la décroissance du champ le long de l'antenne va être très rapide. A l'inverse, si le contraste d'indice est faible, on extraira la lumière sur des longues distances. Bien à noter pour les histoires de longueur. Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'antenne? Eh bien, c'est son champ lointain qui va être la distribution de champ et de puissance autour de l'antenne à une certaine distance. Distance qui en fait dépend de la longueur de la structure elle-même au carré. Donc, si on travaille avec des antennes de 200 microns long, on sera capable d'imager son champ lointain à 5 cm. Par contre, si on travaille avec des antennes millimétriques, il faudra aller à plusieurs mètres pour imager son champ lointain. Pour en revenir à notre situation de la matrice d'antenne, donc c'est important puisque cette ouverture va définir la divergence du spot, et la divergence du spot, c'est directement notre résolution du système. Dans une des dimensions, on a vu qu'on était donc transversal, en rose, on a vu qu'on était capable d'augmenter le nombre de canaux pour réduire la divergence. Par contre, dans l'autre dimension, il va falloir travailler sur la longueur des antennes. Donc, est-ce qu'on extrait sur plus ou moins de longueur? Et donc, pour ça, on voit que si on veut atteindre des divergences similaires à ce qu'on avait avant dans l'autre dimension, il va falloir aller vers des antennes qui sont millimétriques, alors que dans le cas précédent, on était plutôt à 200, 400 microns. Il va falloir travailler avec des réseaux faibles, à faible force de diffraction. Pour les caractériser, on aura accès à deux types de bancs. Dans un premier cas, donc au CEA Leti, un banc où on va directement imager le champ lointain sur une caméra. C'est un setup qui marche très bien. Par contre, il faudra faire attention aux distances de travail et au champ de vue qu'on est capable d'imager. Et dans un deuxième temps, j'ai également installé un banc OC2N, donc un banc de Fourier qui permet d'imager le champ lointain dans le plan focal d'une lentille pour réduire la taille du setup et améliorer le champ de vue qu'on est capable d'imager en une seule fois. Donc j'en reviens à mon antenne et à l'antenne qu'on avait initialement, qui était une antenne corrigée, donc à fort indice de contraste et contraste d'indice, pardon, ce qui faisait qu'on accédait à des très fortes divergences, à des fortes divergences 0,4 degrés. De plus, on remarque que quand même ces perturbations sont latérales et naturellement la lumière va avoir tendance à être émise latéralement. On peut le voir sur cette image de Fourier où on voit qu'on a des lobes avec plus d'émissions sur les côtés. Si on fait une coupe de ce champ lointain, on voit que l'antenne émet principalement dans des lobes latéraux et pas au centre. Ça peut nous expliquer ce qu'on voyait précédemment sur les champs de couleur. Donc, il va falloir travailler sur cette antenne pour déjà l'allonger, allonger ses longueurs d'extraction, et surtout réduire l'émission latérale qui n'est pas dans notre intérêt, surtout lorsqu'on vise des applications pour l'automobile. Pour cela, je propose d'utiliser un effet qui s'appelle le Beak Effect. Beak Effect pour Bound State in the Continuum. Concrètement, dans une antenne corrélée, on peut jouer sur la largeur du design pour créer des interférences destructives entre les champs qui sont émis latéralement. Ça nous permet, dans un premier temps, d'annuler l'émission latérale, mais aussi de minimiser la force de diffraction à chaque période. Donc, on va être capable d'allonger notre antenne tout en réduisant l'émission latérale. J'ai pu faire des simulations qui ont montré qu'on trouvait un point optimum, donc le BIC, à une largeur d'environ 580 nanomètres, qui va permettre d'allonger l'antenne. Si on regarde des simulations de champs en coupe, on voit bien que hors de la position optimum, on avait des champs qui étaient émis plutôt latéralement, alors que sur l'effet au point optimum, on voit que la lumière est redirigée verticalement. En top view, c'est encore plus visible puisqu'on voit que le champ qui était émis latéralement est redirigé verticalement. La simulation nous montre qu'on pourrait allonger notre antenne 2 à 3 fois par rapport au design, mais surtout on a un vrai gain par rapport à la directivité de notre antenne. Concrètement, sur le silicium, qu'est-ce qui se passe? On a intégré ces antennes sur le silicium. On voit que les divergences extraites de 0,24 degrés correspondent bien à ce que j'avais simulé,
qui montre qu'on a amélioré la divergence en la divisant par 2. Par contre, on remarquera qu'il y a plein de spots aveugles liés au fait qu'en fait, l'antenne reste verticalement symétrique et donc la moitié de la lumière est émise vers le bas, vers le haut, l'autre vers le bas. Et il y a des couches sous l'antenne qui font qu'on a de la réflexion vers le haut et qu'on crée des interférences destructives. Donc il faut casser cette symétrie. Concernant le deuxième setup, cette antenne nous a permis de voir qu'on avait quand même quelques petits lobes latéraux, mais par contre, on met en avant le fait que le deuxième setup de Fourier est limité pour la calibration, par la calibration de la caméra. On n'est pas capable de résoudre la divergence sur ce setup, mais ça nous donne plusieurs infos sur, qualitatives. Donc, il faut casser la symétrie de notre antenne, et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser une antenne bicouche, où on vient utiliser une deuxième couche disponible dans la plateforme, qui est le silicium nitride. Ici, je propose d'utiliser un guidon de silicium, au-dessus duquel on vient créer un réseau de diffraction dans la couche de silicium nitride. Le fait déjà qu'on ait un espace entre le silicium et le silicium nitride, ça nous permet d'accéder à un très faible indice de contraste, et donc à des longues longueurs de décroissance simulées au-delà du millimètre. Ensuite, donc, comme on a cassé la symétrie, on a une forte directivité vers le haut, simulée à 80%. Donc, on augmente la longueur de déquai, on la multiplie par 20, et on augmente la directivité. Sur le silicium, c'est visible puisqu'on extrait des divergences beaucoup plus faibles, 0,11 degrés. Ici, cette divergence est limitée par la taille du design et pas par la longueur de décroissance. Donc, il faudra bien faire attention à allonger les designs en conséquent. Et on voit qu'on s'est passé des spots aveugles puisqu'on a rendu l'antenne unidirectionnelle et amélioré sa directivité. C'est encore plus visible donc quand on vient regarder l'imagerie de Fourier, où on voit que lorsqu'on coupe le champ lointain, on a un profil bien plat qui va nous permettre d'avoir un scanning bien homogène sur tout le champ de vue. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, on a intégré ces antennes dans des petits OPA à 16 canaux pour simplifier la démarche de caractérisation. À gauche, on voit ce qu'on était capable de faire avec l'antenne corrigée qui n'était pas directionnelle. On voit qu'on a beaucoup de variations sur l'intensité du spot, alors qu'à droite, on a réussi à réhomogénéiser l'intensité dans chacun des spots, tout en accédant à la faible divergence pour la bonne résolution. Donc, si je conclue un peu sur cette partie sur l'optimisation des antennes, on est parti d'une antenne, certes, qui marchait, mais qui émettait plutôt latéralement avec des fortes divergences. On a pu l'optimiser dans un premier temps en redirigeant un peu la lumière verticalement et en réduisant les divergences par l'effet Bic. Mais le meilleur design a été de casser la symétrie avec la couche de silicium nitride pour avoir l'unidirectionnalité vers le haut et améliorer le champ d'OPA, tout en accédant à des antennes millimétriques qui permettent de réduire la divergence de notre spot et donc améliorer la résolution du système. Il y a quelques limitations puisque sur la caractérisation, on est encore un peu limité par les bancs. Et puis, on a toujours un peu de différence entre les simulations et l'expérience, qui peut être liée à la fabrication, mais aussi à quelque chose qu'on appelle la longueur de cohérence, puisque quand on commence à faire circuler la lumière sur plusieurs millimètres, eh bien, au long de son parcours, la lumière perd sa cohérence et on a des champs d'antenne qui peuvent être un peu perturbés. Si je conclue un peu sur toute l'étude des différents blocs, dans un premier temps, donc, on avait optimisé la partie électro-optique, qui était la partie donc, liée au modulateur, où on a réussi à obtenir une faible consommation par des jonctions faiblement dopées. Et j'ai réussi à optimiser la partie émission en donnant la faible divergence, la forte directivité, et en améliorant l'homogénéité du scan OPA, tout en permettant une meilleure caractérisation des émetteurs seuls. Si je devais donner quelques perspectives, ici, on parlait juste d'un circuit émetteur, qui permettait d'éliminer, mais je n'ai pas parlé de source. Il faudrait être capable maintenant d'intégrer la source aussi sur la puce,
puisqu'ici, on l'injectait par une fibre. Et donc, pour cela, il y a déjà des travaux en cours pour intégrer des lasers 3,5 sur plaque qui permettraient d'avoir des sources variables et de faire de la de la détection cohérente. Pour la partie modulation, malheureusement, l'optimisation de la consommation était au détriment de la longueur et de la compacité des dispositifs. Donc, il faudrait travailler sur la compacité des modulateurs, par exemple en travaillant avec des CAPA 3.5 qui ont des meilleures dispersions plasma et donc qui permettraient d'avoir des modulateurs beaucoup plus compacts. Et enfin, pour la partie antenne, j'ai parlé de scanning en une seule dimension, mais si on pense à l'application voiture, il nous faudrait au moins une matrice de 2D, pardon. Et pour ça, on peut travailler avec la sensibilité spectrale des réseaux de diffraction qui permettent d'adresser la deuxième dimension. On avait fait quelques démos avec Cyril Barrera, donc de la thèse précédente. Ici, on est capable d'adresser une matrice qui est écrite ST. Mais ce n'était pas très optimisé et du coup, il faudrait travailler sur l'optimisation de cette sensibilité-là. Et enfin, si on va encore plus loin, il faudrait réussir à intégrer ce système dans un système LIDAR, ce circuit dans un système LIDAR total avec un récepteur pour faire la démonstration du LIDAR, de la détection. Donc, tous ces travaux sont publiés dans des papiers que je vous ai rassemblés ici, ainsi que dans mon manuscrit, donc n'hésitez pas à aller les consulter ou à me contacter si vous voulez plus d'informations. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement précis. Moi, j'aime beaucoup le fait que tu intègres très très bien les travaux précédents, donc on sent une capitalisation. Et puis, quelques recommandations pour la suite, pour la thèse suivante. Tu as presque écrit le sujet. Voilà. Donc, je ne sais pas où vous en êtes justement sur le recrutement ou pas d'un nouveau doctorant ou d'une nouvelle doctorante sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Encore une fois, il faut qu'on s'excuse parce qu'on n'a pas une retransmission en direct sur l'adresse YouTube promise, notamment transférée, je crois, transmise aux collègues de ST. Je sais que Marine Giraud a trouvé une autre solution qu'elle a mis dans le chat là, pour les internautes. Mais voilà, donc il y aura le replay et puis on essaiera de s'y prendre mieux la prochaine fois. Rien n'est perdu. Alors, une question de François Duport. Merci pour cet exposé. Serait-il possible d'utiliser le même système en réception? Eh bien, complètement, moyennant quelques ajouts pour amplifier le signal notamment et rediriger la lumière sur les émetteurs. Mais le plus d'un circuit optique, c'est qu'on peut le faire marcher dans les deux sens. Donc oui, tout à fait. Une autre question? En attendant, moi je vous laisse savoir où vous en étiez dans la chaîne des TRL sur une technologie comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une perspective d'industrialisation ou est-ce qu'on est là vraiment sur de la R&D? Comment ça se passe chez ST? Alors, pour le moment, c'était plus pour faire de la démonstration avec la plateforme photonique, puisque pour le moment, on se concentre sur d'autres axes dans l'équipe. Mais c'est un bon moyen d'étudier les différents blocs qui sont en fait des dispositifs individuels dont on a besoin pour d'autres types de circuits. Donc c'est structurant, enfin c'est pas forcément structurant en soi, mais ça dégage effectivement oui, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur chacun des composants qu'on peut appliquer bien dans plein d'autres applications. Alors, quel type de laser est utilisé, en particulier en termes de cohérence, parce que vous avez évoqué des problèmes de cohérence en vide? Donc, c'est des lasers monomode, en général des lasers qu'on peut tuner en longueur d'onde, mais on travaille à une seule longueur d'onde. Pour la cohérence, en fait, c'est plutôt au cours du
de la propagation le long d'un guide d'onde, il y a plein de choses qui vont faire que l'onde va être légèrement perturbée et perdre en cohérence avec la lumière qui est plutôt dans le guide. Donc on a une perte de phase, on a une sorte de mini-modulation de la phase le long de la propagation qui fait qu'on perd la cohérence lorsqu'on vient émettre dans le réseau de diffraction. Et donc ça peut être corrigé Et ben ça, c'est un travail à faire sur la partie sur les matériaux. Oui, exactement. Il y avait une deuxième question aussi. Alors en théorie, quelle est la gamme de longueur d'onde d'émission compatible de la techno visible? Donc, nous, enfin moi, là, c'est 1,55. Non. Oui, on travaille à 1,55, mais les dispositifs sont fonctionnels, enfin les composants sont fonctionnels sur une gamme de longueur d'onde autour de cette longueur d'onde, puisque déjà pour le principe de l'OPA, on va aussi être amené à scanner un peu autour. Mm-hmm. Nous, quand on caractérise nos composants, on caractérise aussi sur une gamme autour. Idéalement, pour l'application OPA, on aimerait être capable de scanner sur 100 nanomètres autour de la longueur d'onde d'intérêt, ce qu'on est capable de faire. Pour le moment, on est principalement limité par le coupleur d'entrée qui a un point fonctionnel optimum à une longueur d'onde et puis qui vient perdre un peu de transmission sur les bords. Mais c'est quelque chose dont on peut se passer hors du test quand on vient complètement intégrer le circuit. Il y avait une deuxième question de M. Benkadaj. Est-ce que vous faites le design layout du PIC vous-même? Oui. Oui. Dans le cadre de ma thèse, j'ai fait les layouts et encore maintenant, dans l'équipe, on fait le layout nous-mêmes. Oui, alors une des caractéristiques de cette thèse que vous avez menée, c'est qu'effectivement, vous avez pu suivre toutes les étapes. Ça m'a permis de vraiment prendre en main toutes les étapes d'un projet pour l'intégration d'un circuit photonique, puisque je suis partie de la simulation, j'ai fait le layout, la fab a été faite bien sûr sur la plateforme ST microélectronique, puis j'ai quand même eu un petit suivi de ces aspects-là. Puis j'ai pu réaliser la caractérisation, le traitement des données. Donc j'ai vraiment pu avoir la vision globale du projet de A à Z. Moyennant l'intégration dans un système total de LIDAR, mais sur la partie élimination, ouais. Voilà, avec une circulation homogène dans l'écosystème grenoblois et puis des incursions au C2N en Ile-de-France. Oui, exactement. Et donc ça, c'est dû aussi à une organisation particulière. Tu me disais qu'il y a une équipe, ce que vous disiez au début, qui fonctionne un peu en mode start-up. Au sein de ST, ça forme une équipe qui est assez souple justement pour pouvoir suivre ces étapes. Côté Leti, on imagine que c'est plus facile parce que on a l'habitude des projets. Eh ben oui, à ST, maintenant, on a une équipe photonique qui développe toute la plateforme, mais on a gardé un pôle un peu plus R&D, très alimenté par des projets de thèse, de stage, dont fait partie ma thèse et d'autres thèses qui étaient en collaboration avec le CEA et qui bénéficient aussi des apports d'autres laboratoires académiques. Ça permet de garder un œil sur ce qui se passe aussi. Oui, une fonction de veille, on va dire, à bas TRL. Est-ce qu'on a encore des questions en ligne? Il nous reste 5 minutes. Nous n'avons pas de nouvelles questions pour l'instant, François. Bon. Alors moi j'en ai une. Est-ce que les plateformes de ST, est-ce qu'elles sont disponibles? C'est un peu périphérique, je dirais. Tu l'as expérimenté toi-même pour ta recherche, mais est-ce qu'elles sont PIC 50 par exemple? Est-ce que c'est accessible pour une entreprise qui souhaiterait en bénéficier? Donc oui, ST pour la photonique est accessible en mode fonderie. Bien sûr, il faut justifier le besoin d'un gros volume pour utiliser la fab 300 mm
de ST, mais oui, tout à fait. D'accord, oui. Et effectivement, travailler avec ST, ça veut dire être un acteur qui a quand même des besoins, un marché assez large, et pas des choses de niche en tant que tel. Pendant que quelqu'un rédige sa question, rapidement, encore une autre, les LIDAR OPA, donc est-ce qu'ils pourraient remplacer les systèmes actuels? Donc tu as parlé effectivement de ces systèmes qui sont basés sur des miroirs, donc on évite la mécanique, effectivement. Ça fait résonner avec l'actualité, puisque cet été, il y a eu quelques articles sur des phénomènes dans des véhicules. Alors là, on dézoome, on n'est plus du tout au niveau du circuit. Il y a eu des phénomènes de freinage fantôme, qui évidemment, ce sont des choses qui font peur à tout le monde, y compris aux constructeurs automobiles, parce qu'il faut rappeler le matériel, et puis ça peut créer des accidents. Donc, est-ce que ce type de technologie peut justement éviter ce genre de choses? On a parlé d'artefacts. Oui, eh bien déjà, en cumulant déjà toutes les capacités des différents capteurs, on peut essayer de réduire les fenêtres aveugles, type freinage fantôme, justement, parce que je pense que la détection d'un obstacle par un capteur peut être confirmée par un autre type de capteur qui n'a pas les mêmes aspects de détection. Alors là, ça demande effectivement de la capacité de calcul très dynamique. Toujours, je pense. La fusion, la fameuse, le mot-clé fusion est quand même important. Exactement. Et puis après, donc avec le LIDAR, vu qu'on accède aussi à une meilleure résolution, on peut peut-être éviter ce genre de problème-là aussi, puisqu'on sera capable de discerner quelque chose de faux ou pas. Après, je pense qu'il y a un gros travail derrière sur le traitement du nuage de points qu'on collecte, parce que derrière, il y a beaucoup d'algorithmes. D'où l'intérêt du point que tu soulignais en disant il faut aussi être attentif à la puissance consommée par le système qu'on est en train de définir, parce qu'on ne peut pas charger le véhicule avec des systèmes qui vont consommer à l'infini. Exactement. C'est pas raisonnable, et en plus c'est pas viable dans un objet en mouvement. Il y a une quantité d'énergie. Et du coup, est-ce que justement ces OPA peuvent être soumis à des dysfonctionnements, des artefacts de type des photons de haute énergie qui viendraient les traverser, provoquer des perturbations? Donc, je ne vais pas trop concentrer ma discussion là-dessus, mais on se base dans ce genre de détection sur la détection cohérente. Donc, quand on va émettre un signal, mais pour le collecter, on va aussi le mélanger avec un morceau du signal émis, donc avec un oscillateur local, on appelle ça, pour vérifier si les deux signaux sont cohérents, c'est bien le signal que j'ai envoyé moi. S'ils ne sont pas cohérents, c'est sûrement une réflexion parasite du lidar d'à côté, ou la lumière directe qui est émise par autre chose. Donc, le fait de pouvoir faire la détection cohérente, on réduit tous les artefacts qu'on pourrait avoir. D'accord, donc intrinsèquement, il y a déjà une forme de confiance dans le système qui peut s'installer. Alors, dernière question pour cette session. À quelle puissance peut-on émettre avec cette OPA? Alors, nous, on n'a pas pu tester ça. On n'a pas pu tester les limites en termes de puissance parce qu'on était limité par un matériel de test. On sait par contre qu'on est un peu limité par les effets non linéaires dans le silicium, ça c'est sûr. Et pour le système, par exemple, des 256 canaux, on avait 12 dB de perte le long du circuit. Donc après, moyennant ce qu'on est capable d'injecter, on a ces 12 dB à prendre en compte. Et bien sûr, tout ce qui est caractérisation des pertes de l'antenne, ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, parce qu'on a vu que toute la lumière n'est pas émise dans le faisceau. On peut avoir des fuites sur les côtés. Et ça, il faut prendre le temps de bien le caractériser pour être capable de répondre à cette question. Pour la suite. Alors, encore une question, mais là, on est en dépassement d'horaire. Allez, on la prend. Modulateur en 3.5 uniquement, ou d'autres matériaux sont à l'étude? Ce sera la dernière pour cette semaine. Pour le moment, on se concentre sur les matériaux 3.5. D'accord.
Vous pouvez continuer à échanger avec Louise Eugénie. On vous a mis son adresse email dans le chat. Vous avez aussi son contact sur LinkedIn. Donc, les slides seront disponibles sur demande. L'idée est justement que vous vous adressiez à elle pour discuter un petit peu plus en détail en fonction de vos intérêts. Le webinaire est à retrouver en replay. Il sera dès lundi sur le site web de Nanoelec et puis la chaîne YouTube. Le prochain webinaire, vous avez un bandeau au-dessus de votre écran qui vous propose de vous y inscrire. Ça sera justement sur les matériaux 3.5 avec nos amis du LTM, du CNRS, et Thierry Baron qui viendra toujours dans le cadre de ce programme photonique Sensor. Voilà, et puis il me reste à te remercier, à t'inviter peut-être la semaine prochaine à Femmes dans la Tech en Isère. Il y a un after work mercredi à 18h. Voilà, on pourra, c'est facile de trouver les coordonnées sur LinkedIn. Et puis aussi, donc je tiens à vous signaler la tenue le 16 décembre du symposium sur l'électronique et le numérique durable. Ce sera donc à Grenoble avec un ensemble de soutiens qui ne se limite pas à l'écosystème grenoblois. Il y a un vrai enthousiasme français autour de cet événement. Et même au-delà, je dirais francophone, puisqu'on a des Suisses, on a des équipes de Prima Québec aussi qui viennent et qui vont présenter des choses ou au moins être présents pour cette journée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à proposer aussi des sujets. On n'a pas parlé d'éco-conception et d'éco-innovation dans le cas de tes travaux, mais là, ça sera le sujet. Donc, on peut poster ces propositions de sujets à l'intention du comité scientifique jusqu'au 15 octobre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.